tous, ravie de vous retrouver. Alors, je ne refais pas toutes les présentations, je pense que beaucoup connaissent déjà Amandine. Et effectivement, aujourd'hui, on avait envie de vous parler du recrutement des personnes en situation de handicap. Donc, Amandine va balayer tout le sujet de façon assez large. N'hésitez pas à ouvrir mon micro si vous avez des questions, à prendre la parole directement ou à utiliser le chat et je relayerai vraiment les informations. Notre but, c'est vraiment que ce soit convivial, qu'on échange, qu'on partage. C'est ce qu'on cherche avant tout, que ce ne soit pas du descendant. Donc voilà. Amandine, je te laisse la parole. Merci Sarah, bonjour, bonjour à tous, à toutes et tous. Je suis ravie d'être à nouveau avec vous aujourd'hui. Donc, bien pendant cette heure, on va traiter effectivement du sujet du recrutement de travailleurs handicapés. Alors, je vais me représenter assez rapidement pour ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore. Donc, je m'appelle Amandine Pillot, j'ai 38 ans. J'ai créé mon entreprise ATouCap il y a 4 ans maintenant. Je suis basée à Toulouse, mais je travaille dans la France entière et je suis en fait chargée de mission handicap externalisée. Donc, j'interviens dans les entreprises de façon assez transversale sur tout ce qui concerne l'emploi des travailleurs handicapés. Et je précise aussi que je suis moi-même en situation de handicap puisque je suis malvoyante. Alors, le sujet du recrutement de travailleurs handicapés est, comme vous pouvez l'imaginer, assez dense. Effectivement, sur un webinaire d'une heure, on va essayer de balayer l'ensemble du cheminement du recrutement. Avec effectivement un petit contexte que je vais recontextualiser assez rapidement. On fera un petit point aussi sur les prérequis, donc ce qu'on doit faire, ce qu'on peut faire avant de se lancer dans la démarche de recrutement de travailleurs handicapés. Et puis ensuite, on verra les 3 phases de recrutement. C'est effectivement d'échanger, donc n'hésitez pas à poser des questions, soit sur le chat et puis Sarah relaiera, ou même à prendre la parole pendant la présentation, ou alors vous les gardez effectivement pour après ma petite intervention. Alors, pour remettre effectivement dans le contexte, donc aujourd'hui, on parle bien sûr d'obligation d'emploi de travailleurs handicapés que vous connaissez tous et que vous êtes amenés à appliquer dans vos entreprises. Mais donc, en 2 mots, l'OETH, cette obligation d'emploi, elle existe depuis 35 ans maintenant et elle impose à toutes les entreprises de plus de 20 salariés d'avoir 6% de travailleurs handicapés dans leur effectif. Voilà. Aujourd'hui, c'est bien d'emploi direct dont on parle, donc c'est 6% de CDI, CDD, alternants, stagiaires, voilà, qu'on doit compter dans ces effectifs. Et vous savez aussi que donc, quand vous n'avez pas ces 6%, vous êtes soumis à une contribution annuelle à la GFIP. Petit point d'actualité. Bon, maintenant, je pense qu'à peu près tout le monde a eu l'info, mais je me permets de le rappeler. Il y a eu une réforme et donc, effectivement, il y a une déclaration à faire chaque année en DSN. Depuis la réforme, alors officiellement, cette déclaration est à faire en février. Comme on est encore à la mise en route, au démarrage, cette année encore, ça a été décalé. Et donc, vous n'avez cette déclaration à faire qu'au mois d'avril, finalement. Donc, ça vous laisse un petit peu plus de temps pour réunir tous les documents et les attestations. Voilà, c'était un petit point d'actualité sur ce sujet. Donc, je vous propose de rentrer dans le sujet maintenant. Donc, les prérequis, qu'est-ce que c'est? Parce qu'effectivement, on peut se dire, je ne respecte pas mon obligation d'emploi, je ne suis pas aux 6% de taux d'emploi de travailleurs handicapés, donc je vais recruter. Peut-être qu'il y a des démarches à faire avant. Donc, je vais quand même en parler quelques instants. Effectivement, il est quand même nécessaire vraiment de réussir à impliquer la direction afin que une politique handicap globale finalement fonctionne. La direction est forcément impliquée, engagée dans la démarche.
Les managers doivent également être formés parce que, effectivement, si vous recrutez des gens, mais que les managers ne sont pas du tout formés, ne sont pas du tout au courant, ça peut être plus compliqué. L'intégration peut mal se passer, en tout cas, ça peut être un petit peu plus compliqué parce que la plupart des gens sont de bonne volonté et bienveillants, mais voilà, quand on ne connaît pas le handicap, d'ailleurs, très souvent, certains managers, on entend qui vont dire oui, c'est super qu'on embauche des personnes handicapées, mais pas dans mon équipe, ce n'est pas possible chez moi. Voilà. Donc, effectivement, il va falloir, avant de recruter, penser à former ses managers. Et l'autre point, c'est aussi sensibiliser les équipes. Alors, il y a 2 raisons à ça. La première, c'est un peu la même que pour les dirigeants ou les managers, c'est-à-dire que si on va recruter, on fait vraiment une démarche proactive pour recruter des travailleurs handicapés et qu'on les intègre dans des équipes qui ne sont pas du tout au courant, qui ne sont pas du tout sensibilisées, qui ne sont pas vraiment dits accueillants. Alors, pareil, il peut y avoir un peu de bienveillance, mais ça peut aussi être un petit peu plus compliqué. Alors qu'avec des équipes qui sont formées, qui sont sensibilisées en tout cas, ça se passera beaucoup plus facilement et plus spontanément. L'autre intérêt aussi de sensibilisation, c'est qu'en sensibilisant, ça peut aussi permettre à des salariés en interne, donc qui sont déjà des collaborateurs, de se rendre compte qu'ils peuvent être en situation de handicap et donc de se déclarer. Donc, c'est une démarche qui, avant de recruter, va vous permettre aussi de faire augmenter votre taux d'emploi avec des gens qui sont déjà dans l'entreprise. Donc, ça, c'est un autre intérêt. C'est pour ça que ces démarches-là, on conseille vraiment de les faire en amont. Alors, ça peut être aussi un peu en parallèle, mais voilà, en tout cas, de ne pas se précipiter pour faire uniquement et directement du recrutement de travailleurs handicapés. Amandine, petite question, Laetitia. Oui. Concernant le TH, concerne-t-elle également les recours à l'intérim pour les personnes utilisatrices? Alors, j'ai compris qu'on parlait d'intérim, mais je n'ai pas compris la question complète. L'OETH concerne également le recours à l'intérim pour les entreprises qui les utilisent. Oui, tout à fait. Les intérimaires, alors je ne l'ai pas précisé effectivement parce qu'ils sont comptabilisés d'une façon un peu différente des personnes qui sont en emploi direct. Mais oui, tout à fait. Les intérimaires qui sont dans des entreprises utilisatrices sont comptabilisés en BOTH, donc en bénéficiaires de l'obligation, des bénéficiaires de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, et vont être comptabilisés dans la déclaration de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés. C'est juste que la façon de le déclarer est un petit peu différente, mais oui, tout à fait, ils sont comptabilisés. Et c'est à l'entreprise, à l'ETT, à l'entreprise de travail temporaire, de vous adresser une attestation qui va vous permettre justement de les comptabiliser. Est-ce que sur ce qu'on fait avant, ça vous paraît logique, clair, ou est-ce qu'il y a une ou 2 questions sur ce point-là? Déjà, Laetitia te remercie. Donc, je pense que ta réponse était très claire. Super. Et grosso modo, sur le chat, je vois que c'est très clair. Donc, c'est parfait. OK. Alors, passons à la première phase du recrutement. Donc, maintenant, on considère que votre entreprise est accueillante, que la direction est impliquée, que les managers sont formés et le personnel sensibilisé. Et donc, on va effectivement lancer cette démarche de proactif pour aller recruter plus de travailleurs handicapés. La première étape, c'est bien sûr, en général, de publier une offre. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire au moment de la publication de l'offre et pour cette diffusion? Donc, c'est ça ce que j'appelle la première phase. Alors, déjà, effectivement, quand on part dans cette démarche-là, inutile de se dire je vais recruter un travailleur handicapé sur l'offre C. Si j'ai 10 offres, 10 recrutements à faire au cours de l'année, c'est pas à vous en fait de décider finalement sur quelle offre vous allez recruter un travailleur handicapé.
L'idée, à partir du moment où on est handi accueillant, c'est de se dire que justement, en fait, on ne sait pas. La population de travailleurs handicapés est très variée. Hein. Les handicaps sont multiples et le niveau de formation également. Donc aujourd'hui, il peut y avoir des travailleurs handicapés dans quasiment tous les métiers. Donc l'idée, ça va être de faire un petit peu évoluer le modèle de votre offre, mais pour toutes les offres. Et donc, là, l'idée, ça va être d'affirmer votre engagement handicap. Donc, de le dire. Alors, vous pouvez le dire sur votre site emploi. Vous pouvez faire un petit paragraphe sur votre politique handicap, le fait que vous soyez handi accueillant, que vous ayez fait des formations, de la sensibilisation, etc. Mais pareil, dans l'offre, vous pouvez indiquer à la fin de l'offre que dans le cadre de votre politique handicap, toutes les candidatures seront examinées. Voilà. Le fait d'affirmer cet engagement et de l'indiquer même dans les offres, ça va tout simplement rassurer les candidats travailleurs handicapés. Donc, ça veut dire qu'il y en a certains qui peut-être n'auraient pas candidaté parce qu'ils vont aller naturellement plus vers des entreprises qui affirment leur engagement. Ou alors, il y en a d'autres qui auraient peut-être candidaté quand même, mais sans signaler le fait qu'ils aient une RQTH. Voilà. Donc, pour moi, la première démarche, une fois que vous avez un peu préparé le terrain, ça va être vraiment d'affirmer cet engagement jusque dans les offres d'emploi. De la même façon, pour aller chercher des travailleurs handicapés, les travailleurs handicapés ont souvent des parcours de recherche d'emploi plus complexes. Et puis, du coup, comme tout être humain, du coup, ils vont aller sur des choses qui leur sont dédiées. Donc, la deuxième chose, ça va être de se dire comment je diffuse mes offres pour qu'elles soient vues par des travailleurs handicapés. Et bien là aussi, il y a des moyens. Donc, effectivement, les canaux classiques, c'est alors peut-être Pôle emploi, des job boards, des salons en ligne. Enfin, il y a plein de manières de diffuser ces offres. Et bien, sur tous ces canaux, en fait, ils existent aussi spécialisés pour les travailleurs handicapés. Donc, vous avez des job boards spécialisés. Il y a par exemple un site emploi de la GFIP et plein d'autres, handicap.fr, Talentéo. Enfin, il y a plein de sites emploi, donc de job boards qui vont être spécialisés pour les travailleurs handicapés. Donc, ces sites-là vont être lus par des travailleurs handicapés et eux-mêmes. Pourquoi ils viennent sur ces sites-là? Parce que justement, ils se disent les offres qui apparaissent sur ces sites, c'est des entreprises qui sont ouvertes au sujet. Voilà. Il existe aussi des salons de recrutement en ligne, comme Talent Handicap ou Hello Handicap. Il existe des salons en réel aussi, quand ça va reprendre, qui sont spécialisés pour les travailleurs handicapés. Voilà, donc ça, c'est le deuxième axe qu'on peut mettre en place pour vraiment aller chercher des talents travailleurs handicapés. Est-ce que sur cette première phase, il y a des questions? Est-ce que ça vous paraît clair? Alors, tu as effectivement une question de Yolande qui dit « Quel type de formation existe-t-il en termes de prérequis ?» Je sais qu'on lui a suggéré une formation sur la non-discrimination obligatoire tous les 2 ans, mais je ne sais pas si tu as d'autres idées. Alors, il existe différentes formations, mais par exemple, en tout cas, une qui est souvent proposée, mise en place, et d'ailleurs que je propose moi-même dans différentes entreprises, elle va concerner, donc par exemple, comment devenir un manager inclusif. Donc là, ça va être vraiment pour les managers et sur l'inclusion. Ça, c'est un exemple de formation qu'on peut mettre en place avant, effectivement, pour préparer ces équipes. Et après, sur de la sensibilisation, là, on va aller vers des choses plus ludiques, je dirais, pour marquer les esprits. Donc, de ludique et de l'expérientiel, avec des quiz sur les idées reçues, des mises en situation. Voilà quelques exemples. Après, on peut bien sûr creuser. Il y a d'autres formations qu'on peut imaginer, d'autres types de sensibilisation.
Mais voilà, si on cherche en tout cas à former la direction et les managers, ça va être plus voilà, sur vraiment le management inclusif. Ok, tu avais également une seconde question, c'est est-ce que tu as la liste des job boards? Est-ce que tu pourrais donner après peut-être en listing quelques job boards? Oui, bah, quand on enverra tu envoies, je crois, le replay aux participants. Moi, je pourrais te transmettre quelques liens, effectivement, en complément. Oui, je le note et on fera ça. Donc voilà, bah, du coup, on vous transmettra plusieurs sites. Et après, il y avait également, il y a pas mal de chats, donc je suis désolée, je fais au déroulé, mais une réaction de Béatrice qui dit qu'elle a suivi une formation de référent handicap l'an passé, mais qu'elle ne sait pas comment la mettre en application dans les entreprises. Donc, c'est plus un D'accord. constat. En tout cas, là, j'ai pas parlé de cette formation-là parce que celle-là, elle va pas être pour globalement toutes les équipes, mais effectivement, il existe des formations de référents handicap. D'ailleurs, enfin, j'en anime, mais il en existe plein, effectivement, à travers la France, en présentiel, en distanciel. Mais là, ça va être plus pour, effectivement, les équipes RH ou la personne qui est désignée référente handicap, puisque à partir de 250 salariés, c'est obligatoire. Et si elle en a déjà suivi une, organisation. S'il vous plaît, on a déjà suivi une. Quel groupe, d'accord, ok. Et bonjour, Fadel, ça va? Ça va bien, merci. Alors, Bon, est-ce j'ai qu'il y a un coupé, micro excuse-moi. là? C'est bon, j'ai réussi à le couper. Ok, merci. Donc, je ne sais plus, j'ai perdu le fil. Oui, c'est ça. Si elle a déjà suivi une formation, qu'elle ne sait pas comment l'appliquer, là, comme ça, je ne sais pas trop comment l'aider en quelques mots. Moi, je veux bien qu'on échange après. Hein, si vous voulez m'envoyer un petit message sur LinkedIn, par exemple, on pourra échanger peut-être plus directement, parce que là, c'est vrai que c'est compliqué de vous répondre. Je ne sais pas quelle formation vous avez suivie et qu'est-ce qui finalement pose problème dans l'application. Voilà, je ne sais pas si je ne réponds pas directement, mais bon, voilà. Non, mais Béatrice, du coup, tu as répondu oui, donc je pense que vous aurez un échange après. Okay. Et alors là, du coup, tu as partiellement commencé à répondre à la question. Existe-t-il une formation pour les référents handicap? Donc, du coup, oui, mais notamment au sein des agences d'intérim et de placement, dont le but serait de sensibiliser les clients sur le sujet. Alors, en tout cas, oui, donc je reconfirme effectivement des formations de référent handicap, il en existe plein, des cours, des plus longues, présentielles, distancielles, voilà. Alors, pour les agences d'intérim qui voudraient sensibiliser les clients, oui, après, alors spécifique, je ne sais pas. Après, finalement, une formation de référent handicap va clairement vous apporter aussi les arguments pour sensibiliser vos clients. Hein. Donc, je pense qu'une formation, cette formation-là peut répondre en grande partie à cette problématique-là. Après, à ma connaissance, il n'en existe pas de spécifique. Après, pourquoi pas en imaginer une en intra sur mesure. Hein. Ça, c'est tout à fait envisageable. Et la dernière question, les personnes en situation de handicap de niveau 1, type ingénieur, vont-elles sur les canaux de diffusion spécifiques? Alors, il est vrai, alors oui, ces personnes-là, ils vont aussi. Après, pour être tout à fait honnête, effectivement, alors déjà, la population de travailleurs handicapés, globalement, même si c'est en train de changer, mais est un petit peu moins formée que le reste de la population. Et donc, effectivement, il y a moins typiquement d'ingénieurs. Effectivement, ce n'est pas forcément les plus évidents à trouver. Pour cette raison-là. Alors, pourquoi ils sont moins formés? Il y a plein de raisons, donc je ne vais pas pouvoir rentrer dans tous les détails, mais il y a beaucoup d'autocensure, il y a beaucoup de formations qui ne sont pas forcément encore accessibles, mais tout ça, c'est en train de changer. Donc, il y a de plus en plus de personnes handicapées en études supérieures, dans les écoles d'ingénieurs ou autres. Donc, c'est en train de changer et donc, on devrait avoir davantage effectivement de candidats de ce type-là dans les années qui viennent.
Bon, ceux qui sont candidats et travailleurs handicapés, oui, bien sûr, hein, ils vont aussi sur les canaux spécialisés, tout à fait. Mais c'est vrai qu'il y en a moins. Ce n'est pas les candidats les plus faciles à trouver. Bonjour, je me permets d'ouvrir mon micro comme vous avez proposé tout à l'heure. C'est sympa d'écrire sur le chat, mais si on se parle les uns les autres, c'est plus sympa, non? Je suis d'accord, allez-y. Je suis diplômée niveau bac plus 5, j'ai une RQTH, je suis malentendante et c'est moi qui ai posé la question sur la liste des job boards, j'en avais aucune idée. Je travaille dans un groupe énorme d'enseignement, j'ai une référente handicap très bien, je suis très bien entourée et je ne connaissais pas les job boards spécialisés. Voilà, pour répondre à la question précédente, les bac plus 5 ne connaissent pas beaucoup les job boards, je crois, spécialisés, parce que handicap invisible. Vous voulez dire en tant que candidate, du coup, c'est ça? Ben, c'était ça la question, je pense. Est-ce que les candidats bac plus 5, niveau ingénieur, etc., vont bien sur ces job boards spécialisés? Et la réponse de mon point de vue, c'est plutôt pas trop. C'est pas très connu, ces job boards, selon moi. C'est mon expérience. Ok, alors merci pour d'avoir partagé votre expérience. Effectivement, hein, je ne dis pas que tous les travailleurs handicapés connaissent ces job boards-là, ils vont. Après, quand on est dans une phase de recherche d'emploi et quand on est travailleur handicapé, c'est quelque chose qu'on découvre quand même, qu'on peut découvrir en tout cas assez rapidement. Soit un conseiller va nous les suggérer, soit en cherchant sur Internet, effectivement, offre d'emploi, travailleurs handicapés, c'est des choses qui vont sortir. Alors, effectivement, le problème, les personnes qui sont RQT, qui ont une RQTH et qui sont diplômées ont des parcours de recherche d'emploi qui sont un petit peu plus rapides. En général, elles trouvent plus rapidement et donc ne vont pas forcément sur ces job boards-là. Mais effectivement, moi, l'expérience que j'ai des salons de recrutement en ligne de travailleurs handicapés ou des job boards, ils ont quand même du public hein, qui a une RQTH et qui correspond aux offres d'emploi. Hein. Donc, ça fonctionne quand même. C'est en tout cas un axe qui peut permettre de rendre plus visibles ces offres auprès de cette population-là. Ben, c'est pour ça que j'ai demandé la liste pour les connaître et puis les diffuser autour de moi au niveau des RH pour qu'on les utilise parce que c'est des très bons biais. Merci. Ben, je vous en prie, oui, tout à fait. On les partagera avec Sarah quand on vous enverra le replay. Bien sûr. Ok. Je crois qu'on a fait le tour. Continue, Sarah, ou il y a encore... Non, c'est bon, je pense que... Ok. Donc là, alors vraiment, en tout cas d'expérience, hein, effectivement, le fait de rajouter une mention sur les offres d'emploi, sur son site emploi, et de changer de canaux de diffusion, ça peut vraiment vous permettre d'obtenir davantage de candidatures où on va signaler la RQTH. Vous avez aussi le droit hein, de poser la question dans le formulaire administratif, le formulaire qui va être en ligne ou papier, de plus en plus souvent en ligne. Quand le candidat va postuler, il aura un formulaire à remplir avec son identité. Voilà. Vous avez tout à fait aussi la possibilité hein, de demander « Disposez-vous d'une RQTH ?» Oui, non. Et ça aussi, finalement, ça va inciter des candidats qui ne l'auraient pas dit à cocher oui. Ça va... Alors, dans la plupart des cas, justement, ça va plutôt les rassurer. Ils vont se dire, bon, s'ils me demandent, c'est qu'ils sont prêts à faire des choses, à mettre en place des choses pour moi. Donc, imaginons effectivement que vous avez maintenant reçu des candidatures de travailleurs handicapés. Et on passe donc au tri des CV et puis ensuite à l'entretien. Alors, qu'est-ce qui est important de retenir dans le recrutement de travailleurs handicapés? Déjà, la lecture de CV, elle va se faire un petit peu différemment. Alors, c'est-à-dire que les personnes en situation de handicap, elles sont 2 fois plus au chômage que les autres. Et donc, elles ont des parcours qui sont souvent un petit peu plus chaotiques. Alors, parfois, il peut y avoir des phases dans leur vie où elles ont des soins, où elles ont d'ailleurs peut-être eu malheureusement un accident. Voilà, il peut y avoir des trous dans le CV qui sont liés à ça, mais il peut y avoir aussi des trous dans le CV qui vont être liés à une recherche d'emploi qui est
beaucoup plus longues. Ça, il y a des études qui le démontrent. C'est des parcours plus chaotiques et avec des périodes de recherche d'emploi plus longues. Donc, effectivement, il faut avoir ça en tête et ne pas forcément jeter directement le CV où il y a beaucoup de trous si on voit la mention RQTH. Ça peut-être s'expliquer et ce n'est pas forcément quelqu'un d'instable ou à qui on n'a pas envie de faire confiance. Après, il peut y avoir aussi d'autres choses. Par exemple, des fautes d'orthographe dans une lettre. Eh bien, ça peut être lié alors soit à la surdité de la personne, par exemple, puisque pour une personne qui a grandi en apprenant la langue des signes française, la LSF, eh bien, l'écrit, le français écrit, est comme une seconde langue pour cette personne-là. Donc, elle fait souvent des fautes de syntaxe en écrivant. Ce n'est pas pour ça qu'elle n'a pas les compétences techniques. Ça peut aussi être une personne qui a des 10. Et il y aura peut-être des petites fautes dans la lettre. C'est pareil, ce n'est pas forcément pour ça qu'elle aura des difficultés ou pas les compétences techniques. Donc, c'est des petites choses comme ça qu'il faut en tout cas avoir en tête et donc peut-être prendre un tout petit peu plus de temps pour découvrir le CV dès qu'on voit la mention RQTH et se dire, bon, les mêmes choses ne sont pas forcément rédhibitoires sur un CV de travailleurs handicapés. Voilà, c'est ça que je voulais signaler sur la découverte des CV. Quand ensuite on décide de convoquer certains candidats en entretien, eh bien là aussi au moment de la convocation, on va se poser certaines questions. Donc, comment je vais faire pour que l'entretien se passe bien ? Si la personne est sourde ou malentendante, peut-être c'est même pas peut-être, je vais penser à lui faire une convocation écrite, inutile de l'appeler au téléphone. Donc, on va communiquer avec elle par SMS ou par email. On va envisager, si c'est une personne sourde, de réserver, en lui demandant son avis et ce qu'elle préfère, un interprète ou un interface. Une personne malvoyante ou aveugle, on va anticiper aussi son arrivée. Si elle vient à pied, est-ce qu'il y a un arrêt de bus pas loin? Est-ce que les locaux sont faciles à trouver? Est-ce que ça va être facile de se repérer? Si j'ai des documents à faire remplir, peut-être pareil, penser à comment je vais pouvoir soit lui proposer mon aide, soit agrandir, soit transcrire en braille. Voilà. Bon, là, je prends des exemples assez sur des handicaps, en tout cas qu'on connaît un petit peu. Mais voilà, sur chaque type, alors vous ne saurez pas forcément quel est le type de handicap de la personne, mais voilà, d'anticiper, de se dire, OK, c'est une personne qui m'a signalé qu'elle avait une RQTH, peut-être qu'elle m'a même signalé la nature du handicap. Comment je peux faire pour au mieux anticiper l'entretien et pour que ça se passe au mieux pour cette personne? De la même façon, pendant l'entretien, eh bien, effectivement, il y a des choses à faire et à ne pas faire. Je viens de me faire la petite transition, justement. Vous n'avez effectivement pas le droit, une fois que la personne est là et en face de vous, de lui demander quelle est la nature de son handicap. Ça, c'est considéré comme une question discriminante. En revanche, ce que vous avez le droit de lui demander, c'est quelles sont ses contre-indications et quels sont ses besoins d'adaptation au niveau du poste de travail. Voilà. Donc effectivement, alors spontanément, beaucoup vont vous le dire, c'est-à-dire quand vous allez lui dire mademoiselle, madame, monsieur, j'ai vu sur votre candidature que vous aviez une RQTH. Qu'avez-vous besoin? Avez-vous besoin d'une adaptation de poste? Comment peut-on vous accompagner dans votre futur poste de travail si on vous recrute? Très souvent, la plupart des gens vont vous répondre, j'ai tel handicap ou je suis dans telle situation et donc j'ai besoin d'eux. Souvent, ça va se passer comme ça. Certaines personnes n'ont pas envie de dire ce qu'elles ont et vont préférer donc le garder pour elles et elles en ont tout à fait le droit. Alors même si, bon, moi je ne le recommande pas forcément et c'est vrai que ce n'est pas forcément rassurant pour vous, mais en tout cas, elles en ont le droit et là, elles vont pouvoir simplement vous exprimer quels sont leurs besoins.
Après, avec les besoins, vous pouvez un peu deviner certaines choses, mais voilà, en tout cas, la nature du handicap est confidentielle et ne figure pas sur la RQTH d'ailleurs. Hein. La RQTH, pareil, c'est un document, c'est un statut administratif qui est confidentiel. C'est-à-dire que si un salarié vous donne sa RQTH, vous ne pouvez pas, par exemple, le signaler au manager ou à l'équipe si la personne ne le souhaite pas sans son accord. C'est quelque chose, voilà. La nature du handicap et même le statut en lui-même sont des choses confidentielles. Est-ce que sur cette partie de lecture du CV et entretien, alors bien sûr, hein, comme j'ai dit, c'est des choses, c'est les grandes lignes hein, sur ce sujet, on peut en parler pendant... on peut faire il y a des formations sur le sujet qui durent évidemment beaucoup plus longtemps, donc on ne peut pas rentrer dans tous les détails. Mais sur les grandes lignes de ces 2 points, de la découverte des candidatures et des entretiens, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ça vous paraît clair? Moi, j'ai une petite question RGPD, là, ce que vous venez de dire sur le document RQTH, on a le droit de l'exiger du salarié, sinon on ne peut pas prouver pour les 6%. Alors, de l'exiger, non. Enfin, Ouais. c'est-à-dire si le salarié ne vous a pas parlé de son handicap, mais que vous savez qu'il est en situation de handicap parce qu'un jour vous en avez parlé à la machine à café ou parce qu'un collègue vous l'a dit ou parce que vous l'avez déduit de je ne sais quoi, là, non, vous ne pouvez pas exiger de cette personne une RQTH. Par contre, une personne effectivement qui va, au moment de sa candidature, de son recrutement, vous dire qu'elle est en situation de handicap, qu'elle a une RQTH et ensuite vous demandez en plus un aménagement de poste, par exemple, là, évidemment, oui, vous pouvez, l'exiger, oui, vous pouvez lui demander avec insistance. Mais après, la personne est, enfin oui, de toute façon, s'il y a une adaptation de poste, enfin voilà, et puis si elle en parle. Je ne pourrais pas mettre d'aménagement, par souci d'équité avec les autres salariés, je ne pourrais pas mettre d'aménagement en place, d'horaire ou je ne sais quoi, s'il n'y a pas de RQTH derrière. Voilà, tout à fait, oui, tout à fait. Donc, et puis non, mais les personnes qui le signalent au moment du recrutement, en général, elles la donnent sans aucun problème. Ça peut être un oubli une fois, mais voilà, vous lui redemandez gentiment et la personne la donne. Voilà. Mais effectivement, si vous connaissez une situation de handicap, mais sans que la personne ait fait la démarche et se soit déclarée, là, on ne peut pas l'exiger. Bien sûr. Oui, oui. Bien sûr. Merci. De la personne. Après, on peut aller, voilà, on peut discuter, on peut sensibiliser, justement, on peut, bon, il y a d'autres façons de faire, mais. Bien sûr, merci. Je vous en prie. Il y avait également une question de Laurence. Une personne en situation de handicap va-t-elle mettre l'information sur son CV ou non? Oui, alors c'est une question qu'on pose souvent. Alors, il y a plusieurs écoles. Hein. C'est laissé effectivement à au choix de la personne, du candidat. Moi, j'ai plutôt tendance moi, je recommande en général de le faire figurer, en effet, en rappelant aussi que c'est finalement un statut administratif. Donc, c'est vraiment comme le permis de conduire. C'est-à-dire, vous pouvez vraiment écrire, voilà, là où vous mettez vos renseignements administratifs, vous rajoutez titulaire d'une RQTH, par exemple, ou simplement RQTH. Il n'y a pas besoin de rentrer plus dans les détails au niveau du CV. Mais effectivement, vous jouez la transparence avec le recruteur. Et puis, ça évite aussi, d'ailleurs, de prendre le recruteur finalement par surprise. Donc, moi, je le recommande plutôt. Après, pour pondérer ça, on peut parfois se dire, j'ai 2 CV, il y en a un où je le mets, un où je ne le mets pas. Si je postule dans une petite entreprise qui n'est pas soumise à l'obligation d'emploi, je préfère ne pas le dire pour ne pas limiter mes chances ou voilà, selon les entreprises, je le dis ou je le dis pas. Ça, c'est une autre stratégie. Voilà, mais moi, c'est vrai que je recommande quand même plutôt de le signaler. On part sur des bases saines avec de la transparence. Je recommande plutôt ça. C'est plus rassurant en général après pour le recruteur, plutôt que de risquer de lui faire une surprise, entre guillemets. Voilà. Mais effectivement, il y a plusieurs écoles et plusieurs avis sur le sujet. Excusez-moi, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour. J'ai une petite question par rapport à ce que vous aviez annoncé au début de la première phase sur la formulation, sur l'offre.
vous aviez parlé d'un petit questionnaire à remplir par le candidat où on pouvait poser la question de s'il avait une RQTH. Par rapport à la discrimination, ça peut avoir un impact ou pas? Parce que là, on pose directement la question, pour le coup. Alors, peut-être que j'ai mal compris, mais j'ai noté comme quoi on pouvait demander si la personne avait une RQTH. D'accord. C'est un statut administratif. Et donc, demander si vous avez ou pas une RQTH, c'est tout à fait admis. Et ça, ce n'est pas discriminant. Il n'y a pas de difficulté par rapport à ça. Ce qui est discriminant, ça va être de demander la nature du handicap ou alors de dire sur votre site ou sur votre offre d'emploi que vous privilégiez les candidatures de travailleurs handicapés. Ça, c'est une formule qu'il ne faut surtout pas écrire ou dire. Effectivement. Par contre, d'expliquer sur l'offre d'emploi que dans le cadre de votre politique handicap, toutes les candidatures seront examinées, de demander si la personne a une RQTH. Tout ça, c'est simplement que vous allez essayer d'avoir déjà plus de candidatures travailleurs handicapés. Et après, c'est vraiment dans l'idée de se dire à compétences égales. Donc, bien sûr, moi, je ne suis pas là et aujourd'hui, ce n'est plus des discours qu'on entend. On ne va pas embaucher pour remplir son obligation d'emploi. On va embaucher avant tout des compétences, un profil, des soft skills, voilà. Mais à compétences égales, si à la fin, il nous reste 2 candidats et qu'on n'est pas à ces 6%, mais que ces 2 candidats semblent équivalents, et peut-être que cette fois-là, on va choisir la personne RQTH. Et là, ce n'est pas du tout discriminant, hein, justement. Ces candidats-là sont plutôt plus discriminés que les autres globalement. Donc, non, c'est voilà. La nuance, elle est là, en fait. Demander le statut administratif, ce n'est pas discriminant. Par contre, on ne privilégie pas ces candidats. C'est très clair. Merci beaucoup, Amandine. Excusez-moi. Oui. Oui, bonjour. Alors, attendez. Bonjour. Alors, oui, je voulais intervenir. Je pensais que vous parliez plutôt, Catherine, je crois. En fait, Amandine a parlé au début de la fiche de renseignement, en fait, au moment de l'embauche, c'est ça? Où on pouvait demander aux collaborateurs, c'était ça? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'était pas ça la question? Si, c'était ça. C'était ça. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on continue? Je vois que l'heure tourne, donc peut-être que ça peut être bien qu'on continue. Mais s'il y a une petite question, Tu peux continuer, Amandine, c'est bon. Ok. Donc, effectivement, je voulais faire un point aussi sur ce que j'appelle la phase 3, hein, c'est-à-dire que l'entretien s'est bien passé. Donc, pour repréciser quand même, je reviens juste une dernière fois sur l'entretien, mais donc effectivement, l'entretien avec un travailleur handicapé, à part ce qu'on vient de dire, donc d'anticiper un peu différemment, et puis quand on parle du handicap, de faire un petit peu attention, de ne pas demander la nature du handicap, etc. À part ça, ça se passe normalement. Il ne faut pas se mettre une pression supplémentaire. Le handicap, ça ne doit prendre que quelques minutes en plus au moment de l'entretien où on le sent. Ça peut être à la fin, mais ça peut être avant. Ça, c'est un peu comme vous le sentez. Mais sinon, l'entretien, il se passe de la même façon. Hein, et votre objectif, c'est vraiment de voir si la personne, elle a les compétences, les capacités à s'intégrer dans cette équipe-là, les soft skills que vous recherchez. Voilà, hein, donc c'est un entretien d'embauche classique. Simplement, effectivement, voilà, on va un peu anticiper l'arrivée du candidat et puis passer quelques minutes sur la partie handicap. Mais on ne doit pas centrer tout l'entretien autour de ça. Voilà, ce n'est pas l'objectif. Donc, effectivement, on a réussi à recruter un candidat handicapé. Qu'est-ce qu'effectivement, donc phase 3, on passe au parcours d'intégration. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire et à quoi il faut essayer de penser? Eh bien, effectivement, il y a donc des choses à anticiper. Alors, selon moi, il y a au moins 2 choses qu'on peut anticiper. S'il y a un besoin d'adaptation du poste, alors j'en profite pour rappeler que l'adaptation du poste, elle peut être technique. C'est ce à quoi on pense en priorité. Un fauteuil ergonomique ou du matériel informatique, voilà. Elle peut être aussi organisationnelle.
Ça veut dire qu'il peut y avoir des petits aménagements horaires. Par exemple, pour une personne diabétique, elle ne va pas moins travailler, mais elle aura besoin de pause à certaines heures régulières. C'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Ou ça peut même être, dans certains cas, d'ailleurs, une aide humaine. Mais voilà, les aides qu'on peut mettre en place sont d'au moins 3 ordres. Et donc ça s'anticipe, effectivement, parce que le candidat, s'il arrive et qu'il n'y a rien de fait, ben, il va alors soit pas pouvoir travailler, soit en tout cas pouvoir travailler au début avec grande difficulté. Alors, on ne peut pas toujours tout avoir dès le premier jour, mais il faut au moins avoir lancé la démarche d'adaptation s'il y a besoin d'une adaptation particulière. Notamment, là, je parle effectivement du matériel, mais quand il y a besoin de matériel, même si on ne l'a pas le premier jour, idéalement, il faut vraiment avoir lancé la démarche pour pouvoir rassurer aussi le candidat qui vient d'arriver. Bonjour. Oui. Excusez-moi, petite question, vous ne préconisez pas de faire une visite médicale justement avant embauche pour voir un petit peu toutes ces adaptations qui peuvent nous échapper en fait, tout simplement? Alors si, là, je ne suis pas rentrée dans les détails, mais effectivement, une adaptation de poste, là, je dis qu'il faut l'anticiper, mais effectivement, ça ne s'improvise pas forcément comme ça. Alors, on peut déjà poser la question au futur collaborateur. C'est lui qui connaît bien sa situation et qui va pouvoir souvent déjà savoir ce dont il a besoin. Donc ça peut être très précieux et même encouragé. Hein. Il faut le rendre acteur de son inclusion. Donc, vraiment lui demander quels sont ses besoins d'après lui. Et après, bien sûr, on peut s'entourer de professionnels. Alors, le médecin du travail, pourquoi pas, c'est une excellente idée. C'est un bon relais pour effectivement préparer cette arrivée. On peut aussi faire intervenir un ergonome qui est vraiment spécialisé, ergonome ou ergothérapeute, hein, qui sont des gens qui sont spécialisés vraiment sur l'adaptation des postes. Par exemple, voilà. Donc voilà, oui, il y a des choses à faire effectivement pour le faire correctement. À noter aussi que, par exemple, alors que ce soit l'intervention d'un ergonome qui est payante ou après l'adaptation du poste, s'il y a du matériel, par exemple, tout ça, c'est des choses qui peuvent être financées. Donc, il y a aussi un travail à faire sur les dossiers de financement. Donc, oui, voilà, il faut pas, ça s'improvise pas et ça se fait pas d'un coup de baguette magique, mais en tout cas, dès qu'on a décidé l'embauche, s'il y a un petit délai effectivement entre la décision et l'arrivée de la personne, c'est dans ce délai-là qu'il faut déjà déclencher toutes ces démarches-là. Mais oui, tout à fait. Voilà. De la même façon, avant l'arrivée du collaborateur, s'il est d'accord pour qu'on parle de sa situation de handicap, encore une fois, hein, s'il n'est pas d'accord, il n'y a rien de particulier à faire. S'il est d'accord, pourquoi pas penser à faire une sensibilisation spécifique de l'équipe dans laquelle il va arriver sur son handicap. Voilà. Alors, ça peut se faire de différentes façons. Ça peut être vraiment une sensibilisation vraie classique en tout cas, où on va faire intervenir une structure extérieure sur ce handicap-là spécifiquement. Ou alors, ça peut être tout simplement de dire aux salariés, est-ce que vous avez envie de partager votre situation, d'expliquer ce que ça implique à l'équipe? Et ça peut être de lui donner un petit peu de temps en plus, peut-être au moment où il va être présenté à l'équipe pour parler de ça. Tous ne sont pas assez à l'aise pour le faire, donc voilà, donc voir si... Mais en tout cas, si la personne est d'accord, ça peut faciliter les choses de sensibiliser les équipes parce qu'en fait, il y a beaucoup de situations de handicap, notamment invisibles, ou même quand on dit aux collègues, aux collaborateurs, on va intégrer un nouveau collaborateur qui a une RQTH et qui a telle pathologie, si la personne est d'accord, tant qu'on n'a pas compris ce qu'il y avait derrière, parce que parfois il y a des noms de maladies, il y a plein de maladies chroniques évolutives qui sont reconnues comme handicap, mais c'est des choses que tout le monde on ne peut pas tous connaître toutes les maladies en détail. Et donc, ça peut être important, effectivement, même des handicaps connus, plus connus, malvoyants, malentendants. On n'a pas forcément les bons réflexes, on ne sait pas forcément ce que ça implique. Donc, même s'il y a de la bonne volonté, ça peut être vraiment bien avant d'avoir un temps d'échange, un temps de sensibilisation, pour préparer ça.
Ensuite, il y a effectivement le rôle du manager qui est pour moi effectivement primordial. C'est à la fois pour vous un relais et pour le candidat, enfin du coup le nouvel embauché plutôt. Alors à la fois un référent, enfin voilà, un manager inclusif, il va accompagner de façon adaptée. Et donc c'est ça qui va pouvoir permettre la bonne intégration du nouveau collaborateur. Donc, pour moi, le rôle du manager, il est déterminant. On peut aussi imaginer, c'est vrai que là, je ne l'ai pas noté, mais on peut aussi envisager, c'est quelque chose d'intéressant, de prévoir un tuteur pour le nouveau collaborateur qui ne sera pas son manager, qui sera plutôt un collègue et qui peut être aussi un relais où il peut aussi se confier par rapport à son intégration, par rapport à l'adaptation du poste de travail, voilà. Donc voilà, donc il ne faut pas hésiter à avoir à s'appuyer sur des gens dans l'équipe qui vont être au minimum sensibilisés. Amandine, j'ai 2 questions pour toi également, si tu n'as pas... pour une demande de matériel en aménagement de poste, est-ce que c'est bien à l'AGFIP qu'il faut contacter en premier pour les demandes de financement? Oui, tout à fait. Les financements d'adaptation de poste, c'est bien l'AGFIP, effectivement. L'AGFIP est votre interlocuteur, je dirais, institutionnel pour tout ce qui va être effectivement financement, aide à l'embauche également, puisqu'il y en a en ce moment, notamment pour les contrats d'alternance, par exemple, pour plein de choses, effectivement, un de vos interlocuteurs privilégiés sur le handicap, c'est l'AGFIP, donc pour les financements également. Et deuxième question, la sensibilité auprès de l'équipe, sous-entendons que la personne est d'accord pour qu'on dévoile sa situation de travailleur handicapé. Oui, tout à fait. Là, c'est ce que je pense avoir dit effectivement plusieurs. Oui, tout à fait, bien sûr. Si avec l'accord de la personne, si elle est d'accord pour parler de son handicap, c'est là qu'on peut sensibiliser. C'est plus effectivement, c'est délicat quand la personne ne veut pas en parler finalement, alors c'est pas impossible, et quand c'est des handicaps totalement invisibles, ça pose pas de problème. Et il faut le respecter. Mais c'est vrai que oui, bien sûr, c'est avec l'accord de la personne concernée, tout à fait. Voilà, c'était les 2 questions en suspens. Tu peux avancer. OK. Ensuite, ce qui est important, effectivement, c'est d'avoir un accompagnement adapté. Alors, notamment pendant la période d'essai. Alors là, encore une fois, pourquoi et comment effectivement, ça va être de faire un petit point régulier sur l'adaptation du poste. Alors, par exemple, une adaptation technique. Est-ce que le matériel qu'on a, il est adapté, ou est-ce qu'il y a des choses qui vont pas? On peut commencer d'ailleurs souvent par du prêt de matériel pour voir s'il convient ou pas. Il y a beaucoup de structures qui proposent ça, de faire du prêt de matériel. Donc voilà, donc ça peut être de faire des petits points réguliers là-dessus. Également sur l'intégration dans l'équipe finalement par rapport à la situation de handicap. Donc ça, c'est des choses effectivement où peut-être on peut le proposer de façon un petit peu plus régulière, surtout au début, pour voir voilà, si tout se passe bien au démarrage. Après, l'idée, c'est pas d'être discriminant à l'inverse. C'est-à-dire que c'est pas la peine si d'habitude les personnes que vous avez en période d'essai, vous les voyez, vous faites un point au milieu de la période d'essai et un point à la fin, il va pas falloir que à la personne en situation de handicap, vous lui prévoyez un point par semaine. Voilà, donc faut pas être discriminant à l'inverse, faut pas être trop paternaliste. Voilà, il faut pas la différencier trop des autres, tout en pensant qu'elle a cette particularité, que donc il faudra quand même tenir compte de ça pour l'accompagner tout au long de la période d'essai et après aussi, mais voilà. Donc un accompagnement adapté autour de l'adaptation de poste et de son insertion dans l'intégration, inclusion, comme vous voulez, dans l'équipe. Voilà, mais voilà, il faut réussir à bien doser, je dirais. Est-ce qu'il y a des questions? Je vois que l'heure tourne. Oui, il y a une question. Si l'essai se passe mal, pour différentes raisons, que faire? Si quoi se passe mal, pardon? L'essai se passe mal.
L'essai, donc la période d'essai ou l'essai de matériel? Je suppose, attends, j'attends. Oui, La personne peut donc- excusez-moi, Ouais, allez-y. c'est moi qui ai posé la question. Oui. Donc, j'interviens. Si la période d'essai, c'est-à-dire même si tout le monde met de la bonne volonté, si vous voulez, Mhm. si cette période d'essai se passe mal, pour différentes raisons, que ça soit au niveau de l'équipe ou au niveau de la personne handicapée, comment on peut réagir? Parce que c'est très délicat. Comment faire? Alors, pour moi, il y a deux situations. C'est-à-dire que ça peut mal se passer pour des raisons qui n'ont rien à voir, je dirais, avec le handicap, par Oui. rapport aux compétences de la personne, parce qu'il y a eu un mauvais casting, Oui. ou parce que dans l'équipe, ça passe mal, mais sans qu'il y ait un lien avec le handicap. Dans ce cas-là, il n'y a pas de question à se poser, en tout cas spécifique. C'est-à-dire que si vraiment il faut mettre fin à la période d'essai, que la personne soit handicapée ou pas, si c'est pour d'autres raisons, il faut mettre fin à la période d'essai, comme avec n'importe quel autre collaborateur. Si c'est lié au handicap, eh bien, là, on peut alors souvent, ça se voit assez vite, que la personne ne s'intègre pas ou que finalement, son handicap est est incompatible au poste. Voilà, on va le voir avant la fin, en tout cas, de la période d'essai. Donc là, on peut essayer de mettre des choses en place, en tout cas, pour essayer de faire que peut-être ça puisse fonctionner. Donc là, on peut imaginer justement sensibiliser les équipes si ça n'a pas été fait ou peut-être le refaire un peu différemment pour mieux leur expliquer la situation de la personne. On peut en rediscuter à plusieurs, avec la personne en situation de handicap, avec le référent handicap, avec le manager, pourquoi pas le médecin du travail, l'assistante sociale s'il y en a une aussi. Alors, le médecin du travail, il va aussi respecter, bien sûr, la confidentialité, mais on peut aussi le faire intervenir. On peut faire intervenir un médiateur externe, un professionnel du handicap qui va aussi pouvoir essayer de faire une médiation. Donc, il y a quand même des choses à faire. Je vous dis, typiquement une sensibilisation aussi de l'équipe, ça peut aussi faciliter certaines choses. Ou du manager d'ailleurs, s'il n'a pas été formé, par exemple, le manager, ça peut être aussi une autre piste. Voilà, donc il y a des actions en tout cas auxquelles on peut réfléchir et qu'on peut mener avant d'arriver à terminer la période d'essai si c'est vraiment lié au handicap. Voilà. Après, si vraiment ça passe pas, et là aussi, si on pense qu'on a tout essayé et que alors il faut voilà, mais on peut aussi mettre fin à la période d'essai. Il n'y a pas de règle particulière. Les travailleurs handicapés sont soumis aux mêmes obligations et aux droits du travail de la même façon. Ils ne sont pas protégés pendant leur période d'essai. D'accord. Merci beaucoup, Amandine. Avec plaisir. Alors, compte tenu de l'heure, je vais passer à cette slide-là que je ne vais pas avoir beaucoup de temps de développer, mais que je voulais quand même vous présenter. Donc, pour aller plus loin, effectivement, c'est dans l'idée de se dire que, on va chercher à fidéliser ces travailleurs handicapés. Alors, pourquoi? Parce qu'effectivement, les travailleurs handicapés, partent aussi à la retraite. Et effectivement, je ne dis pas ça, ça paraît évident, mais en fait, la population de travailleurs handicapés est souvent plus âgée que le reste des salariés. Et effectivement, dans les entreprises, même qui ont les 6%, très souvent, ils ont des travailleurs handicapés qui sont seniors. Et il y en a beaucoup qui me disent « Ah bah oui, nous, on a 6%, mais on sait que dans les années à venir, notre taux va baisser parce qu'on a des départs à la retraite prévus. » Donc, ça va être important de fidéliser les nouveaux collaborateurs qu'on va réussir à embaucher. Et aussi parce que finalement, c'est quand même un petit défi. Alors, défi, ça se passe souvent très bien, mais
Réussir l'intégration d'un travailleur handicapé, c'est un petit défi supplémentaire, disons peut-être. Donc, effectivement, quand on a pu le faire, autant garder cette personne. Et quand une personne qui dans l'inclusion est bien réussie et qui est compétente, efficace, voilà, c'est quelque chose vraiment à conserver. Donc, comment on peut faire? Alors là, c'est des pistes, hein, on est vraiment dans le comment aller plus loin. Mais donc, effectivement, ça va être de proposer un accompagnement adapté sur la durée. Tout à l'heure, j'ai parlé de la période d'essai, mais là, on va vraiment prévoir ça sur la durée, avec aussi de la GPEC finalement. Hein, et quand je mets l'aider à dépasser l'autocensure, là, c'est un petit point que je fais rapidement, mais effectivement, il y a beaucoup d'autocensure chez les travailleurs handicapés. Ça peut venir de leur entourage ou d'eux-mêmes. Alors, ça peut venir en amont, hein, sur sa formation. Ah bah oui, mais non, avec mon handicap, je ne peux pas faire telle formation parce que ce n'est pas accessible ou je ne peux pas prétendre à tel emploi, etc. Donc ça, c'est très fort. Et même si, pareil, c'est en train de changer, c'est encore très important. Et on se rend compte de la même chose en entreprise. C'est-à-dire que les travailleurs handicapés qui sont salariés s'autocensurent davantage. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas demander de formation, qui ne vont pas demander d'augmentation, qui ne vont pas demander à changer de poste. Voilà, ils sont tellement contents d'avoir trouvé un emploi, enfin, je caricature un peu et tous ne sont pas victimes d'autocensure, mais voilà, ils ont eu souvent des parcours tellement chaotiques que quand ils sont quelque part, et que ça se passe bien, voilà, ils demandent pas grand-chose. Donc là, il faut aller un peu vers eux aussi, pour les fidéliser. Ça sert aussi à les fidéliser, hein, d'aller vers eux vraiment et de leur proposer, voilà, est-ce que, tiens, il y a ce poste qui s'ouvre, est-ce que ça pourrait pas t'intéresser? Tiens, cette année, regarde toutes les formations qu'on a, peut-être que celle-là pourrait t'intéresser, pourrait te permettre d'évoluer. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on peut imaginer. Et ce qui peut aussi les fidéliser, c'est ce que j'ai appelé avantage. Ça peut jouer aussi dans votre marque employeur. Donc finalement, au début aussi, pour attirer des talents en situation de handicap, ça va être de mettre en place, grâce à un accord, certains avantages. Alors, ça peut être assez différent, hein. Il y a des entreprises qui vont accorder à toutes les personnes qui ont une RQTH 1, 2 ou 3 jours de congés supplémentaires par an. Dans certaines entreprises, ça va être l'entreprise qui prend en charge la surprime de la mutuelle pour les travailleurs handicapés. Voilà, ça peut être, alors il y en a plein, des petites choses comme ça, mais voilà, ce type de petits avantages, ça peut jouer pour votre marque employeur, comme ça la boucle est bouclée, mais voilà, ça peut être aussi des avantages qui vont fidéliser vos collaborateurs en situation de handicap. Donc là, c'était un peu ma petite conclusion, mais qui malgré tout ouvre sur plein de choses, hein. Ça allait un peu vite. Je fais, compte tenu de l'heure, je fais voilà, le petit récap avec quelques mots-clés, disons. Mais effectivement, toujours pour du recrutement, hein, mais donc ça va être effectivement de réussir à mobiliser en interne, hein, donc ce qu'on a évoqué avec la mobilisation de la direction, formation des managers, sensibilisation des équipes, affirmer son engagement sur son site web, dans ses offres d'emploi, On anticipe, on s'adapte avant l'entretien d'embauche, au moment de l'intégration du collaborateur handicapé. On s'appuie sur des relais. J'ai parlé du manager, j'ai parlé d'un tuteur, on a parlé aussi du médecin du travail, d'assistante sociale, d'ergonome, d'AGFIP, de l'AGFIP, du SAMET, de Cap Emploi. Voilà, donc il y a des relais, il ne faut pas hésiter à les solliciter et à s'appuyer sur eux et à donc travailler en synergie, bien sûr, et accompagner, donc proposer vraiment un accompagnement qui sera un petit peu particulier, où on ne va pas du coup oublier le handicap finalement, sans que ce soit non plus démesuré, pour ne pas partir dans une autre discrimination. Du coup, voilà, le collaborateur qui est là et qui a une situation de handicap, si tout se passe bien, ce n'est pas la peine de lui en parler tous les 4 matins. Mais d'en parler une fois de temps en temps pour faire un point, c'est ça qui sera important.
Voilà eh ben oui, il est 14h01. Donc, juste une dernière question. plus tout balayé, mais oui, bien sûr, je suis ouverte à toute question. Donc là, je vous en prie, il y en avait une. Y a-t-il des écoles qui proposent des formations ou des formations de reconversion professionnelle pour les personnes en situation de handicap? Oui, tout à fait. Alors, la reconversion professionnelle alors, il est même très encouragé pour les personnes handicapées parce qu'il faut savoir que la majorité des handicaps surviennent en fait au cours de la vie. 85% des personnes handicapées ont acquis leur handicap après l'âge de 16 ans et donc très souvent au cours de leur vie professionnelle en fait. Donc, du coup, pour cela, oui, il existe plusieurs. Et donc, effectivement, quand vous avez une maladie qui se déclenche ou bien un accident grave ou autre chose, enfin, c'est souvent ça, oui, une maladie ou un accident généralement, eh bien, effectivement, parfois, il faut changer de métier. Et donc là, il y a plusieurs possibilités. Donc oui, il existe pas mal en tout cas, oui, de centres avec des différents noms qui vont accueillir des personnes handicapées pour les aider, alors d'abord à trouver leur nouvelle voie, parce que c'est souvent un parcours psychologique qui n'est pas évident non plus. Donc déjà à trouver leur nouvelle voie, et puis ensuite qui vont leur proposer donc de les former pour qu'elles se reconvertissent complètement à un nouveau métier. Donc oui, ça existe. L'autre chose qui existe et qui est importante aussi d'avoir en tête pour les personnes handicapées, les contrats en alternance pour les personnes handicapées ne sont pas limités en âge. Donc justement, quel que soit l'âge, une personne qui a un accident qui devient handicapée à l'âge de 50 ans, elle peut tout à fait faire une reconversion en alternance. Même à 50 ans, il n'y a aucun problème. Et ce sera même donc un contrat qui sera subventionné par l'AGFIP, donc l'entreprise qui embauchera cette personne en alternance, aura une aide de quelques milliers d'euros pour prendre cette personne-là en alternance. Donc oui, tout à fait, la reconversion est fortement soutenue pour les personnes handicapées. Excusez-moi, j'ai une dernière question par rapport à ça. Est-ce que vous auriez des noms d'écoles? Alors, Après, il y a des écoles, mais il y a des écoles spécifiques selon les domaines. Nous, on a quelqu'un, par exemple, qui est en reconversion professionnelle. Il veut faire éducateur spécialisé et il est à l'IESTS. Mais l'IESTS est une école pour former les éducateurs spécialisés. Donc, c'est bien spécifique sur un métier spécifique. Oui, c'est exactement ça. C'est ce que j'allais dire. C'est extrêmement compliqué de vous répondre et de vous donner une liste parce que ça dépend à la fois du métier, parfois aussi du handicap, ça dépend aussi des régions, des villes. Enfin, il y a plein de, voilà, il y a plein de paramètres. Alors, en cherchant en ligne selon le métier qu'on souhaite faire, selon la situation de handicap, on peut trouver le lieu, on peut trouver beaucoup de choses, mais oui, il existe des solutions pour à peu près tous les métiers. Alors, soit des écoles spécialisées, par exemple, il existe du côté de Montpellier, il existe la seule école d'infirmiers qui n'accepte que des personnes travailleurs handicapés, du coup, qui veulent devenir infirmiers. Ça, c'est un exemple. Mais voilà, donc selon et les métiers et le handicap et la région, je ne pourrais pas vous donner une liste, alors déjà exhaustive, c'est quasiment impossible, mais voilà. Et encore une fois, de toute façon, quand on est handicapé, on peut aussi avoir accès à toutes les écoles qui ne sont pas spécialisées et qui aujourd'hui sont quand même de plus en plus accessibles et qui font de plus en plus de choses pour intégrer des étudiants, des élèves, des apprenants qui soient en reconversion ou en formation initiale en situation de handicap. Voilà, donc dans des écoles, universités, écoles plus ordinaires, classiques, mais qui vont quand même leur proposer un accompagnement particulier. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, il n'y a pas eu d'autres questions. Tu as eu beaucoup de remerciements. Et certains nous ont quittés parce qu'effectivement, ils devaient reprendre. Oui. Mais voilà, tu as eu beaucoup de remerciements. C'est essentiellement les derniers messages. D'accord, très bien. Avec plaisir. Je suis ravie
d'avoir passé ce moment avec vous. J'espère que je vous ai donné quelques pistes. D'accord. Merci en tout cas, Amandine, de nous avoir partagé. C'était effectivement encore une nouvelle fois très riche, dense mais très riche, et ça nous permet d'avoir vraiment une actualité à jour. Dans tous les cas, j'enverrai le replay et avec du coup la liste qu'on se dit au début, et je mettrai Amandine en copie, comme ça vous pourrez aussi la contacter si vous avez la moindre question. Et également le lien LinkedIn si vous voulez aussi échanger un peu plus sur d'autres sujets. On se retrouvera probablement en juin avec Amandine. On ne sait pas encore exactement sur quelle thématique, on va y réfléchir. Mais voilà, on se retrouvera en juin. Et puis nous, on se retrouve avant pour d'autres événements d'ici là. Merci, au revoir. Très bonne journée à tout le monde, très bonne après-midi. Merci à vous deux, au revoir. Merci beaucoup. beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir, merci beaucoup.